Salut et bienvenue dans mon garage. Nouveau live, on est vendredi, donc comme tous les vendredis, on fait un live. Salut Toutone. J'espère que tout le monde va bien. Beaucoup de questions en fait sur Facebook aujourd'hui, donc on va faire quelques questions comme ça. Je voulais aussi, avant de commencer, remercier remercier les gens qui nous ont fait des donations. Hein, Touton? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, il faut les remercier. Donc, Vincent, Fabrice, Véronique, Jean-Rémy, Majid, Richard, Thomas, Sylvain, Jean-Baptiste. Merci à vous, c'est vraiment super sympa d'avoir contribué à la vie du blog et à la vie de ce live. Donc énormément de questions cette semaine. Avant de prendre quelques questions sur Instagram, je vais vous laisser le temps d'arriver. Guy Serin, salut Volwest, as-tu un système Go Back Home dans ton véhicule? Merci pour tout. Je n'ai pas de système Go Back Home. Il faut savoir qu'on a bien évidemment plusieurs systèmes ici. On a tout ce qui est par exemple EDC, on a ce qui est Bob, donc EDC Everyday Carry, Bob Bug Out Bag. On a aussi Inch. On en parle beaucoup moins en France, mais Inch c'est I'm Never Coming Home. Donc ça c'est le sac très lourd. Il s'est passé quelque chose de catastrophique et on ne peut plus jamais rentrer à la maison. Donc ça c'est le sac Inch I'm Never Coming Home. On a aussi les Go Bag et les sacs donc Get Back Home. Pour ceux qui peut-être ont peut-être travaillent très très loin de leur maison, c'est peut-être intéressant d'avoir un sac qui va rester dans la voiture pour peut-être effectivement revenir à la maison si on fait face à des inondations, des choses comme ça. Donc je n'ai pas ça. Moi je suis sur un kit voiture qui est assez lourd parce que je ne suis jamais loin de ma voiture. Donc j'ai un kit voiture assez lourd. Faudra que je le redéballe un jour. Je l'avais fait sur la chaîne YouTube il y a assez longtemps, mais je suis sur un nouveau système et bien évidemment mon EDC qui lui aussi est assez lourd. Peut-être que je le déballerai un jour aussi. Mais donc pour répondre à ta question, je n'ai pas de Get Home Bag. As-tu un Get Home Bag, Touton? Touton, as-tu un Get Home Bag? Non, elle n'a pas de Get Home Bag non plus parce qu'en fait, elle quitte jamais la maison. Donc, voilà. Je vais prendre quelques questions Facebook pour vous laisser le temps d'arriver. Salut à tout le monde, salut la Provence. Salut, putain, vous avez des noms bizarres. Salut Rouge 66. KJZK, peux-tu donner brièvement le contenu de ton nouveau kit voiture? Je peux pas le faire brièvement, faudra que je déballe tout ça. On déballera tout ça dans la voiture tous ensemble. Bon voilà, on va prendre salut la Bretagne. On va prendre quelques questions avec Touton. T'es prête, Touton? T'es prête à prendre des questions? T'es prête? C'est parti. Davdas. Salut Vol, malgré le tarif du voyage, les contraintes diverses, etc., existe-t-il une chance de te voir au salon Survivaliste en mars 2019? Merci pour ton travail. De rien, il y a zéro chance. Zéro chance de me voir au salon du survivalisme en 2019. Une autre question de Vincent Etienne. On lit dans nos médias que c'est la reprise aux US. Salut la Normandie. Que c'est la reprise aux US, c'est le plein emploi, l'économie est au top, presque plus de chômage. Cependant, Sears, donc Sears pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique vraiment pilier de la culture américaine. On avait, d'ailleurs j'en ai un en haut j'ai un catalogue Sears, c'est basiquement la Redoute à l'américaine, mais j'ai un catalogue Sears de 1903 je crois. Tout le monde achetait, vous pouviez acheter sur ce catalogue des armes à feu, des poules, des tracteurs, des pelles, tout ce que vous voulez. Et donc Sears
s'arrête. Et donc voilà. Cependant, Sears fait faillite et il y a des SDF plein les trottoirs. Quel est ton ressenti, ta vision de l'économie US aujourd'hui? Merci pour ton travail. De rien, Vincent. Ma vision de l'économie américaine aujourd'hui, c'est toujours très difficile d'avoir une vision objective sur les économies du monde de n'importe quel pays, parce que généralement les chiffres et les statistiques, comme on le sait tous, sont des otages très fragiles et avec les bonnes pressions, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc il faut toujours se méfier des chiffres et toutes ces choses-là. Et bien évidemment des rapports gouvernementaux. Alors la gauche dit que, vu que Trump est au pouvoir, la gauche dit que c'est le bordel, la droite dit que c'est génial. Généralement, la vérité va être un petit peu au milieu. Donc, qu'est-ce que je peux dire de l'économie américaine? Je peux en dire ce que j'en vois. Et donc, ce sera juste mon témoignage qui est une toute petite fenêtre ouverte sur l'économie américaine de ma fenêtre du Montana. Donc elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas dans les rues de New York, je ne suis pas dans les rues de San Francisco, mais j'ai des amis un petit peu partout, on a de la famille un petit peu partout, et c'est vrai que depuis que Trump est au pouvoir, bien évidemment, le chômage a énormément baissé. Il y a du travail. Si les jeunes veulent travailler, si les vieux veulent travailler, si tout le monde veut travailler, on a du travail aux États-Unis. Et bien évidemment, après, ça dépend des trottoirs. Là, tu dis, voilà, il y a des SDF plein les trottoirs. Ça dépend où on va. C'est sûr que si tu vas à San Francisco, c'est post-apocalyptique et il va y avoir effectivement des SDF plein les trottoirs, plein les rues, plein les boutiques, plein les bois, plein les buissons. Ils sont partout. Maintenant, par exemple, si tu viens dans le Montana, on n'en a pas plein les trottoirs. Au contraire, il y a personne. Donc tout ça, ça va un petit peu dépendre de notre environnement immédiat. C'est toujours pareil, ça dépend de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Il y a des gens, bien évidemment, qui ont énormément de mal, économiquement parlant, aux États-Unis aujourd'hui. Il y a des multimillionnaires qui font encore plus de multimillions. Mais je dirais que, d'une manière générale, si je devais prendre le pouls de l'économie américaine, d'une manière générale, je dirais que ça marche effectivement plutôt bien. Ça tourne plutôt bien. Donc voilà, on en est là à voir, à suivre. Faut toujours garder un petit peu l'oreille à la porte du système pour écouter un petit peu ce qui se passe. Une autre question. Alors voilà, après tu as tous les gens comme André 237. Crise économique majeure arrive bientôt. Christophe Lemans, Trump fait du mal au monde. Alors personnellement, moi, Trump ne me fait pas mal du tout. Au contraire, vu que en plus j'ai un petit business, Trump nous a absolument aidé ces dernières années. Il y a bien évidemment tous les gens qui vont crier à la catastrophe, crier à la crise économique mondiale, globale qui arrive. Ça fait je sais pas combien d'années que les gens disent que la crise économique mondiale globale arrive. Toutone mange toujours à sa faim. Hein, Toutone? Donc encore une fois, ça dépend d'où on est, ça dépend qui on est, ça dépend de ce qu'on fait. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, ça se passe bien et tout tient. Une autre question, Wildlife Can, salut Vol, Plate Carrier, 511, un avis. Je n'ai pas d'avis, je l'ai pas testé. Moi, je suis sur du AR500. Voilà. Toutone, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Yak Excé, je sais pas comment vous avez prononcé ça. Pourquoi tu ramènes avec toi ton Glock pour les promenades? J'avais fait une photo, on avait fait une photo avec Gilles dans les bois et effectivement je portais un Glock. Alors ce qu'il faut savoir que c'est un Glock 20 déjà, donc c'est en 10 mm. Je ne suis pas ici sur un Glock en 9 mm. Mes Glock 9 mm, c'est pour les bipèdes. Donc là je suis sur un Glock 19 pour bipède. Nous avons, comme tout le monde le sait maintenant, je vais un petit peu me répéter, mais j'habite dans le Montana, j'habite pas dans la forêt de Fontainebleau.
et donc nous avons une faune sauvage plutôt présente. Il y a des accidents tous les ans des gens meurent, tous les ans les gens se font attaquer par des ours, par des lions des montagnes, des pumas, toutes ces choses-là. Et donc effectivement, il est judicieux d'avoir une arme à feu avec soi. Bien évidemment, ce n'est pas ça ne devrait pas être notre premier outil de survie ici. On a d'autres outils comme par exemple les bombes lacrymogènes qui sont dédiées aux ours, et d'autres systèmes moins létaux qui vont pouvoir généralement faire le travail, comme on l'a vu par exemple avec Todd Orr. Je vous encourage de taper Todd Orr, Todd Orr, ORR sur YouTube. Vous allez voir, c'est un ami en ville qui s'est fait attaquer un ours en ville par un ours en ville. Il était un petit peu dans les bois à côté de la ville, et il a déployé sa bombe lacrymogène, il a vidé la bombe lacrymogène sur l'ours qui l'attaquait, mais ça n'a pas fonctionné, il s'est fait déchirer. Et donc, ça peut être effectivement intéressant d'avoir une arme à feu comme dernier recours au cas où on se fait un petit peu attaquer par un ours ou par un puma, hein, Touton. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu es en sécurité. Je veille sur toi. Et Kira veille sur toi aussi. Et oui, je la vois. Des fois, il y a un chat qui vient. Il y a un chat du voisin qui vient. Et Kira, elle vous protège. Hein? Donc, beaucoup de gens, en fait, passent sur du 10 mm. Le 10 mm est très intéressant pour nous. C'est un calibre hyper péchu que j'adore, en fait. J'adore le 10 mm. Je ne connaissais pas du tout. Mais Glock 20 en 10 mm, c'est génial. Et donc, effectivement, quand je pars dans les bois, je suis sur un Glock 20 en 10 mm. Et quand je suis en ville, je suis sur un Glock 19 en 9 mm. Gino... Bien, on va prendre une question de... Attends, Gino Damien. Alors, c'est une question un peu longue. Hein, t'es prête? Salut de Bretagne. Comme tu sais, la France est encore une fois sous le coup des inondations. Tu parles souvent des préparations au risque incendie, en rappelant judicieusement le nombre d'incendies en France, toutes les 90 secondes. Que prépares-tu ou que préparerais-tu pour prévenir les inondations? Réflexion plus mise en place, t'es safe. Alors effectivement, on a eu d'énormes inondations là en France, avec des morts et tout. Donc je vais le répéter, mais c'est tous les ans, nous avons de par le monde, même si c'est pas dans votre pays propre, mais nous avons de par le monde des catastrophes naturelles. Là, on parle de catastrophes naturelles, que ce soit des tremblements de terre, des inondations, des volcans et toutes ces choses-là, des tsunamis. Regarde, je dis tremblement de terre. Des tremblements de terre, des tsunamis et tout le bordel. Et donc, effectivement, c'est peut-être intéressant, surtout si nous vivons dans une région à haut risque. Par exemple, à une époque, j'ai donc vécu à Los Angeles pendant 16 ans. C'est une région à haut risque pour les tremblements de terre et pour les incivilités. Les débordements sociaux, et donc pour moi pour nous c'était très important d'avoir un minimum à la maison pour peut-être prévenir, ralentir, voire éviter des problématiques qui peuvent être un petit peu lourdes et durer un petit peu longtemps, comme on le voit avec les inondations. Et donc je pense que c'est très important pour nous de conscientiser le fait que le citoyen est aux premières lignes de ces catastrophes. Et c'est vrai qu'on nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend d'autres conneries, mais on nous apprend pas ça. Et donc tous les ans il y a des citoyens, des civils qui se font prendre au piège, et qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas résilients, et qui s'en prennent plein la gueule durant ces épisodes. Donc les stratégies sont toujours les mêmes. J'ai écrit énormément d'articles sur le blog par rapport aux stratégies de résilience durant un événement comme ça, peut-être un petit peu ce que j'appelle moi une rupture de la normalité. Donc là on est sur un événement plutôt court, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, mais la machine continue de fonctionner, et donc c'est important pour nous de se préparer
de se préparer à ce type d'événement, que ce soit donc des crues, des incendies, des accidents, des incidents technologiques, du terrorisme, toutes ces choses-là. Nous sommes généralement, nous les citoyens, aux premières lignes, et donc c'est comme d'habitude, les stratégies sont toujours les mêmes, et j'ai tout installé sur le blog. Donc je vous encourage d'aller lire le blog. Euh, Alors, je vais prendre cette question. C'est une question qui me casse les couilles. Mais je vais la prendre comme ça, je vais la prendre une fois, je vais la faire une fois, et puis on va pouvoir, après, je pourrais la dégager. Donc, Masger, je sais pas comment on prononce ton nom. Salut de Belgique. Tu penses quoi de Yellowstone d'un point de vue sismologique et volcanique? On voit tout et rien sur YouTube. Quelle est ta stratégie? Merci, de rien. Alors effectivement, il y a quelques sujets comme ça qui me cassent les couilles profondément. Le Yellowstone est un des sujets qui me casse les couilles, le volcan du Yellowstone là. Les trucs dans le ciel, là, les gens qui se disent qu'il y a des pulvérisations dans le ciel, les chemtrails. Ça me casse les couilles aussi. Donc, pour répondre le plus simplement possible, effectivement, le Yellowstone est un super volcan. Effectivement, je n'habite pas très loin de ce super volcan. Les problématiques liées à ce volcan sont minimes. Et surtout, on s'étend ici, on parle d'une densité temporelle qui se compte en milliers d'années. Donc, il faudrait vraiment pas avoir de chance. Si, bien évidemment, tous les experts sont d'accord pour dire que même si le volcan éruptait, et peut-être que ce serait pas une éruption totale, ça peut être aussi des petites éruptions partielles. Si c'est la grosse éruption, ce sera la grosse éruption fin du monde, c'est-à-dire que qu'on soit à 1 heure du Yellowstone ou qu'on soit à une journée d'avion du Yellowstone, la planète sera engloutie dans la nuit noire de la fumée du volcan du Yellowstone pendant plusieurs années. Plus rien ne poussera sur Terre, les animaux mourront, les plantes mourront, et nous avec. Il y aura bien évidemment probablement des survivants, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'en ai rien à battre. Il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus probables que l'explosion du volcan du Yellowstone, et qui sont sur des densités temporelles beaucoup plus courtes. Donc la densité temporelle d'une explosion du Yellowstone, on est ici sur des milliers et des milliers d'années. La densité temporelle d'une couillonnade sur une centrale nucléaire au monde, on est sur des années. Donc les problématiques sont ici, au lieu de vous inquiéter de mon Yellowstone, inquiétez-vous de la centrale nucléaire la plus proche de chez vous, surtout si vous habitez en Europe. Donc voilà, il y a des sujets comme ça qui me cassent absolument les couilles parce que je trouve ça ridicule. Et il y a tellement d'autres problèmes beaucoup plus urgents, beaucoup plus importants, beaucoup plus probables, qui peuvent venir enrayer nos quotidiens, comme par exemple les accidents de la route, comme par exemple les incendies, les inondations, les maladies graves, la perte du travail. Toutes ces choses-là sont bien plus probables, bien plus importantes dans nos vies au quotidien que la possible ou non explosion du volcan Yellowstone dans les 10 000 prochaines années. Okay. Donc voilà, je voulais y répondre. On va le faire qu'une seule fois, et c'est la dernière fois que je parlerai du volcan du Yellowstone ou aussi des chemtrails. Arrêtez de me questionner et de me casser les couilles avec vos chemtrails de merde. C'est soit vous m'apportez des preuves concrètes, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de centaines de bidons de plusieurs milliers de litres dans nos aéroports, avec des containers et des pulvérisateurs, des photos de containers et de pulvérisateurs dans nos avions. Si vous ne m'apportez pas ces preuves-là en vidéo ou en carte postale, je m'en bats complètement les couilles. Donc voilà, ça c'est fait. Quelle pipelette cette toutone, tu m'étonnes. Voilà. Je me suis un peu excité, mais c'est pas grave. Stu Tactical Dad. À Fontainebleau, on a les sangliers.
Ok, je vais zapper toutes les questions là. Il y en a beaucoup, hein. Putain, les mêmes questions. Hop, hop, hop. Jules Quintas. Penses-tu qu'une crise financière prochaine peut être causée par les crédits universitaires américains? Une question sérieuse. On va prendre une question Facebook. Gino Damien. Je viens de la faire. On va rayer Gino Damien. Arthur Mougin. Arthur. Bonjour Vol. Que penses-tu des modes de vie nomades? Je pense notamment aux personnes qui vivent dans un van ou une voiture et sont continuellement en mouvement, ne dépendant pas d'une habitation fixe. Alors j'ai déjà répondu 30 000 fois, mais on va le refaire. D'ailleurs, tiens, je voulais vous demander, est-ce que ça vous casse les couilles réellement si je réponds 36 000 fois aux mêmes questions? Ou est-ce que, vu qu'on prend des nouveaux tout le temps, le téléphone a du mal à focaliser. Vu qu'on prend des nouveaux tout le temps, est-ce que ça vous emmerde? Est-ce que ça vous emmerde pas? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut que je me répète? J'ai l'impression qu'il faut que je me répète. Donc ça a l'air plutôt nécessaire. Bref. Qu'est-ce que je pense des modes de vie nomades? Donc à la Romanichel, à la Gitan, à la Angelo. Je pense que Angelo, dans sa caravane, quand tout va bien, c'est génial. C'est-à-dire que quand tout marche, ça peut être un mode de vie absolument fantastique d'avoir cette liberté de pouvoir bouger. J'ai fait énormément de voyages en van aux États-Unis, j'ai fait de l'autostop et tout le bordel, et c'est vrai qu'on a ce sentiment de liberté, mais qui est un faux sentiment de liberté. Pourquoi? Parce que si on est libre du mouvement, on devient dépendant de tout le reste. On devient dépendant du bon fonctionnement de la totalité de nos infrastructures, comme par exemple l'essence, la distribution, le transport, la bouffe bien évidemment, et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand je suis nomade, si je me la joue Angelo, je ne peux pas par exemple cultiver ma terre, je ne peux pas m'enraciner et construire un petit peu de la résilience, de l'indépendance et de l'autonomie à l'échelle locale. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'il y a aujourd'hui un énorme problème de déracinement, que ce soit un déracinement physique ou alors aussi un déracinement psychologique et bien évidemment spirituel, pour faire ma prophétie des Andes. Donc je pense que ce déracinement est un très gros problème aujourd'hui, surtout le déracinement psychologique, on le voit au travers de questions vraiment débiles. Il y a vraiment des gens qui sont finis à la pisse aujourd'hui, mais qui en plus ne savent pas. On ne sait plus aujourd'hui. Donc il y a vraiment un gros travail à faire ici, et je pense que l'enracinement, c'est peut-être pas la solution, mais pour moi, je le vois comme une solution. Et donc un enracinement physique, c'est-à-dire l'achat d'une propriété, d'une terre, et de pouvoir mettre ses mains dans sa terre, pas dans la terre du voisin, mettre ses mains dans sa terre et faire pousser ses propres carottes, ses propres tomates. Je pense que c'est une bouée de sauvetage aujourd'hui. Je pense que c'est une solution. Ce n'est peut-être pas la seule solution, mais je ne vois pas la dynamique Angelo dans ma caravane avec ma Mercedes. Je ne vois pas ça comme une solution durable sur le long terme. Je ne vois pas ça comme un enracinement. Je ne vois pas ça comme de la résilience. Je ne vois pas ça comme de l'autonomie. On a un petit esprit ici de liberté, comme les motards par exemple, avec l'aigle sur le dos. On a ici un petit esprit de « Ah, je suis vagabond, je suis libre », mais en fait, tu es libre de que dalle. Tu ne fais pas pousser ta propre nourriture, tu ne fais pas de la récupération de l'eau, tu ne fais pas pousser tes propres tomates, et ainsi de suite. Moi, personnellement, c'est cette dynamique-là qui m'intéresse. C'est la dynamique de l'enracinement qui m'intéresse. Que ce soit l'enracinement physique, l'enracinement psychologique, l'enracinement culturel, c'est cet enracinement-là qui m'intéresse, et je pense que on a ici une solution locale, raisonnable, durable, citoyenne, qui me paraît intéressant. Encore une fois, ce n'est pas le rejet du système qui m'intéresse, c'est la construction d'un système en parallèle et d'un système le plus local possible. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, même si j'avais déjà répondu. Lee Harden.
Salut Volwest, nous avons pu voir ta mère parisienne pendant 2 lives. Une question m'est venue. As-tu prévu un plan d'évacuation de Paris pour elle pour le cas où cette ville ne serait plus sûre? Si oui, as-tu réussi à lui faire accepter ce plan et cette idée? Ensuite, comment envisages-tu le fait de ne pas pouvoir communiquer avec elle étant donné la distance qui vous sépare en cas de rupture de la normalité? Je n'ai pas prévu un plan d'évacuation pour maman. Je n'ai pas prévu non plus de sac d'évacuation. J'ai fait un gros article sur le blog sur comment un petit peu gérer les personnes qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit résilience, autonomie, survivalisme et tout le bordel. Je pense que c'est une dynamique très fragile, que c'est très facile pour nous de faire peur aux gens, d'y aller trop franco, d'y aller trop bourrin, euh, d'être un petit peu trop bourrin sur le sujet. Donc il faut y aller vraiment doucement et je pense que ma maman a intégré certaines choses dans son appartement et dans ses hygiènes de vie, dans ses routines de vie qui me semblent plus probables et importantes pour le moment au jour d'aujourd'hui pour moi, comme par exemple ses routines de déplacement, ses stratégies de déplacement en ville et de sécurité personnelle. Je pense que vu que c'est une personne âgée maintenant, c'est vraiment très important pour moi et c'est peut-être la source d'un plus grand stress pour moi. En fait, c'est pas de la savoir prisonnière de son appartement en cas de rupture de la normalité parce que je sais qu'elle a voilà des petites provisions, un petit réchaud, des lampes torches. Elle pourrait s'en sortir sur un truc à court terme en restant confinée dans son appartement. C'est pas ça, moi, ma plus grosse probabilité, ma plus grosse peur et ma plus grosse source de stress avec ma maman, c'est bien évidemment l'âge, c'est bien évidemment les problématiques physiques qui peuvent venir avec l'âge, mais c'est surtout, parce qu'elle est vraiment en bonne santé, donc c'est super, c'est surtout le déplacement en ville, c'est surtout la sécu perso qui me fait peur. On en reparlera, j'ai vu qu'il y avait une question qui tourne là, mais effectivement, il y a énormément de connards dans nos sociétés, surtout dans les grandes villes. Et donc moi, c'est ça qui me stresse, c'est le vol à la tire, qu'on lui essaye d'arracher son sac, qu'elle tombe par terre, qu'elle se fasse mal, qu'elle se fasse agresser. Ces choses-là me stressent énormément. Et donc j'essaye de combattre aussi ça peut-être instinctivement et indirectement par euh, peut-être par la connexion aux citoyens prévoyants, aux citoyens résilients, pour que peut-être un jour, c'est un de vous qui êtes dans le métro avec ma maman et qui lui venez en aide. Donc c'est aussi ma manière de m'occuper un petit peu des personnes âgées. C'est peut-être de faire passer ce message de citoyens prévoyants et de bons samaritains aux nouvelles générations pour peut-être que ces nouvelles générations putain montent au créneau et s'occupent un peu de nos personnes âgées. Donc voilà, c'est un petit peu délicat, mais non, effectivement, on n'a pas de plan d'évacuation pour le moment et on n'a pas de sac d'évacuation, mais encore une fois, voilà, avec des pincettes. Ensuite, comment envisages-tu le fait de ne pas pouvoir communiquer avec elle étant donné la distance qui vous sépare en cas de rupture? C'est vrai qu'il y a... qui dit rupture dit souvent rupture de la communication aussi. J'ai été par exemple dans un gros tremblement de terre à Los Angeles, tous les téléphones se sont arrêtés, on ne pouvait plus communiquer. Et c'est vrai que c'est un moment toujours assez délicat et stressant d'avoir cette rupture de la communication avec nos proches. Là, en l'occurrence, je ne pouvais pas appeler mon épouse qui était à l'autre bout de la ville. Et elle pouvait pas m'appeler non plus pour savoir si on était OK. Donc c'est toujours stressant. Donc là, on ajoute la traversée d'un océan, on ajoute des kilomètres. Donc on a des outils aujourd'hui qui sont quand même très intéressants. WhatsApp, nos téléphones portables sont des outils absolument magnifiques. Mais c'est vrai qu'il y a un risque de rupture de communication. Comment je gère ça? Je ne gère pas. Je ne gère pas. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et c'est OK aussi. Et si on perd la communication pendant 2-3 jours, j'espère la récupérer le plus rapidement possible. Voilà, hop, ça c'est fait. Hop, 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 hop.
Je vais zapper un petit peu, voir ce qui se passe. Oh non, vous battez pas sur Internet. Ok. Ok. Donc Ok. On va prendre une autre question. 2C1. Allez, des petites questions rapides. Qu'est-ce qui fait que le Spyderco semble être ton favori en EDC? Merci pour tout. Qu'est-ce qui fait que ça semble être mon favori? Eh bien, écoute, c'est un couteau vraiment absolument fantastique. Là, je suis sur l'Endura que je porte régulièrement. Rapport qualité-prix. Franchement, ça va être difficile de faire mieux qu'un Spyderco Endura, par exemple. J'aime beaucoup l'Endura, j'aime beaucoup la taille en VG10. Il y a un clip, il y a une bonne rétention. C'est un couteau fiable. Ça fait des années que j'ai le mien. Ça coupe toujours autant aussi fort. Très facile à maintenir, à s'en occuper. Et il y a le Spyderco. Donc Spyderco pour pouvoir l'ouvrir à une main ou pour pouvoir l'ouvrir à deux mains en cas de stress, mais de pouvoir l'ouvrir efficacement, donc de pouvoir le déployer efficacement. Donc c'est un couteau urbain vraiment très intéressant et pour le prix, franchement c'est un investissement absolument fantastique. 2C1, un avis sur les couteaux Kershaw. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le blog, et pour ceux qui font les stages et tout ça, je ne fais pas dans le négatif. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes YouTube où il y a des gens qui adorent faire dans le négatif parce que ça crée des vues, parce que ça fait le buzz. Et donc, on va ici être sur des dynamiques de personnes qui vont faire des revues ou qui vont parler d'outils et de choses qui ne marchent pas. Pour moi, ce n'est pas ma manière de transmettre mon information et de témoigner de mon information. Et dis donc, Brownie, ça va pas, non? Et donc je ne fais pas dans le négatif, c'est-à-dire que je ne fais pas de revue négative si j'ai une multitude d'outils qui me passent dans les mains et que je trouve absolument horrible, dégueulasse, nul à chier, débile, mais j'en parle jamais. Si je n'en parle pas, ça veut dire que je ne suis pas pour. Ou alors que je n'ai jamais testé. Si j'en parle, ça veut dire que j'ai testé, comme je l'ai déjà dit, au moins pendant 1 an. Donc voilà. Est-ce que j'ai parlé de Kershaw sur le blog? Jamais. 2C1. On te voit de temps en temps dans la verte avec ton Glock. Quelle est ton utilisation dans ce milieu-là? Chasse, blablabla. Non, je ne chasse pas avec une arme de poing, même si c'est légal aux États-Unis. Mais je viens d'en parler, donc ça n'est pas la peine d'en remettre une couche. Schmili 54, gestion du stress, anxiolytique ou cannabis? C'est une excellente question. Alors effectivement, c'est une question qui est assez taboue, on en parle assez rarement, c'est-à-dire qu'on va avoir une panoplie de stratégies médicales pour des situations médicales un petit peu dramatiques, et c'est vrai que on parle souvent bien évidemment des gestes qui sauvent, des antibiotiques. Je viens de refaire une photo sur les antibiotiques, refaire un petit boost sur les antibiotiques pour vous faire un petit peu réfléchir. Donc on parle de tout ça, bandage, machin, mais on parle jamais vraiment de la gestion du stress à l'échelle médicale. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu tabou, mais c'est un sujet intéressant. On découvre aujourd'hui, et j'en parlais avec Gilles sur un live, mais on découvre un petit peu aujourd'hui l'aspect médical du cannabis par rapport à ses propriétés donc anxiolytiques. Et donc je pense que c'est un outil, ça peut être un outil qui marche pour certaines personnes. On le voit aujourd'hui au quotidien. Comme je l'expliquais, il y a énormément de vétérans aux États-Unis qui sont sur cannabis aujourd'hui au lieu d'être sur des anxiolytiques traditionnels et qui s'en portent pour le mieux. Donc je dirais que ça dépend encore une fois d'où on est, de qui on est et de ce qu'on fait. Il y a des situations effectivement où des gens peuvent être en panique totale et ça peut être très important pour nous selon la situation de calmer ces personnes-là, d'essayer de les calmer. Et donc l'aspect médical, donc avec cannabis ou anxiolytique, peut être
peut-être une solution et une dynamique intéressante. En tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Personnellement, Montana, on a les lois. Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux pas en parler? Je crois que je peux pas en parler. Je peux pas le dire. Démerdez-vous. Bonne question, excellente question. Julien Zoom, que conseilles-tu pour un port journalier Leatherman ou pliant basique? Alors je dirais, moi je porte les deux, donc moi je suis souvent les deux, mon capitaine. Je porte les deux, j'ai un pliant sur moi toujours, et puis j'ai un multitool dans le sac en EDC. Le multitool peut être très intéressant. Si j'habitais à Paris, par exemple, et que je me déplaçais beaucoup, que j'avais une gueule de con, ce qui est fort possible, et que je me faisais arrêter par les keufs constamment, je pense que je passerais sur un multitool au lieu d'avoir un pliant. En tout cas, quoi qu'il arrive, je passerai sur un pliant pas cher. Comme ça, si je me le fais chouraver, j'en ai 10 autres dans le tiroir. Donc je serai probablement pas sur un Spyderco. Trop cher. Mais peut-être que je pense que pour des villes comme ça, Londres, des villes de débiles, hein, Londres, Paris, où l'interdiction sur les couteaux est assez lourd, peut-être que je passerai sur juste le simple port d'un multitool. C'est beaucoup plus facile pour nous de faire passer le multitool aux forces de l'ordre. Si vous êtes si vous êtes dans un environnement comme là, je suis dans le Montana, personne ne nous casse les couilles, je suis sur un pliant, je suis sur un flingue, la totale, quoi. Quoi d'autre? Ouais, mais Mora, les gars, c'est pas des pliants. Ne confondez pas tout. La petite souris du désert au rayon poisson, oui, et la posologie, tu en fais quoi? Tu devines? Non, tu vas sur Internet, ou tu demandes à un copain, un docteur, ou vous me demandez à moi. Deltan G51, un retour sur l'utilisation du nouveau poulailler par les filles à l'approche de l'hiver. Écoute, ça se passe super bien. On a eu un gros coup de froid là. Putain, on s'est pris. Toi, il y a même encore de la neige dehors. Donc on s'est pris un gros coup de froid la semaine dernière. Mais le poulailler, franchement, super, aucun problème. Elles adorent. Je leur ai fait des petits perchoirs un petit peu partout. Elles ont une nouvelle rampe. Hop, tu vois, ça se passe vraiment super bien. Elles adorent leur nouvelle maison. Jufu 90 à Londres, j'ai les deux, donc Londres, ville de merde, aucun problème, la police désertée. donc voilà. Après, ça dépend de votre gueule aussi, hein. Ça dépend, voilà, si vous avez une gueule de sale con et que vous vous faites arrêter toutes les 5 minutes, c'est sûr qu'il faut s'adapter, quoi. Si vous avez une gueule qui passe bien, genre ma mère, personne, tu vois, les Condés vont pas lui taxer son sac à main toutes les 5 minutes. Ma mère, elle pourrait même être sur du Glock 19. Julien Zoom, on a fait ça. Je vais essayer de finir toutes les questions Facebook cette fois-ci. Putain, il me reste 20 minutes. Allez, c'est parti. Solution et savoir-faire. Salut. Après le permis pour tronçonneuse, le permis pour trottinette et bientôt la carte grise pour vélo et bien d'autres qui vont arriver. Comment vois-tu la France? Penses-tu que nous sommes chez les fous? Alors, il y a beaucoup de gens, surtout au début, qui pensaient que j'étais anti-France, que je me moquais toujours de la France et tout le bordel. Et en fait, as-tu déjà pu tester le CZ P10, concurrent du Glock 19? Oui, j'ai déjà testé. Glock 19. Et donc, c'est totalement faux. J'ai plein de critiques à faire aussi sur les États-Unis. Je crois que je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est un problème un petit peu plus global. La mondialisation à laquelle nous faisons face
malheureusement touche les pays, tous les pays et toutes les comtés, même au fin fond du Montana. Ces 5 dernières années, je pourrais parler de 3 lois qui ont déjà changé pour nous et qui sont vraiment pénibles. Donc l'avancée du mondialisme gagne du terrain. Et dont je ne pense pas que la France soit particulièrement folle. Je pense d'ailleurs que la France est beaucoup moins folle par rapport à certaines lois que par exemple l'Angleterre. Si on prend les lois sur les armes à feu, les régulations et les législations sur les armes à feu, je préfère vivre en France qu'en Angleterre. Donc c'est comme d'habitude. Il y a effectivement une accroissance des lois à la con. Des régulations à la con, mais c'est partout. Et c'est ça qui fait un peu peur. Si c'était juste la France encore, on pourrait dire que c'est acceptable, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ça nous touche tous. Et donc c'est cette vague mondialiste qui est plus un tsunami aujourd'hui en fait. C'est assez délicat. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce n'est pas que vous en France, hein. C'est tout le monde, et c'est vrai qu'on va pas peut-être dans une direction qui va arranger les choses. Fab PRG, il vient d'y avoir de grosses inondations meurtrières dans l'Aude. On n'a pas vu un seul mec qui avait préparé son sac d'évacuation. Il n'y a aucune recommandation à ce sujet. Comment vois-tu ça de ton lointain Montana, STSF? Comme d'habitude. Comme tous les ans. Comme tous les ronds-points au monde. C'est-à-dire qu'on attend... on attend qu'il y ait 10 morts pour foutre un rond-point. Les gens vont continuer de vivre dans des zones inondables, d'acheter des maisons déjà dans des zones inondables. Ça commence comme ça. Les gens vont continuer de construire leurs maisons sur des terrains glissants, sur des zones sismiques, sur des volcans. Ça va continuer, on va continuer comme ça. Et malheureusement, on est sur une dynamique urbaniste aujourd'hui, et bien évidemment une société, une culture qui se penche beaucoup plus sur la dépendance du citoyen, sur ce qu'on appelle le consommateur, et donc le plus le consommateur est dépendant, le mieux c'est. Donc voilà, on en est là, et donc ça va continuer. On sera comme ça tous les 3 mois. Il y a un truc qui se passe, il y a quelqu'un qui meurt, et on verra. Et personne n'est prêt, personne n'a un sac d'évacuation, personne n'a un trauma kit dans la voiture, personne n'a un pansement compressif sur lui, personne n'a une lampe torche quand ils vont au cinoche. C'est comme ça. On en est là aujourd'hui. Ah ouais, Max, quel vêtement pour la fin du monde. Alors si c'est la fin du monde, moi c'est tout nu. Moi je vous le dis tout de suite. La French Fries, un avis sur les sacs Hill People Gear. C'est marrant parce on échange là en ce moment avec Tony. Hill People Gear, j'adore leur sac. J'adore leur sac. J'ai toujours voulu un de leurs sacs. Je vais certainement à terme acheter un de leurs sacs. Mais effectivement, j'aime beaucoup ce qui sort de chez Hill People Gear. J'ai déjà pu tester les poches frontales. Il y en a qui sont très intéressantes. Le gros problème de la poche frontale, donc pour porter son arme à feu, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut ici porter en tanker, mais à l'intérieur d'une poche Hill People Gear qui peuvent être très intéressantes parce que c'est très discret. Et donc ils font vraiment du bon matos. Ouais, j'aime beaucoup Hill People Gear. Et aussi, ils ont une très bonne chaîne YouTube. Salut Tony. Voilà, tu peux en parler avec Tony là. Ils ont une très bonne chaîne YouTube qui est très intéressante. Je vous laisse aller voir. Gino. Gino, c'était pas le nom. Putain, c'était quoi ces films Gino. Ça va me revenir. Gino. On approche des fêtes de fin d'année. Nous referait-il pas une petite vidéo, le Noël survivaliste? Probablement. Je pense que je vais essayer à chaque fois. Ça arrive tellement vite. Noël arrive tellement vite
parce qu'il faut que je fasse en fait cette vidéo fin octobre pour vous laisser un petit peu le temps. Mais donc oui, je pense faire une vidéo Noël survivaliste. Gino Damien, j'ai vu passer des questions sur l'embrasement du prix du gasoil en France. À quel prix est l'essence chez vous en ce moment et ressentez-vous une quelconque hausse? Il n'y a aucune hausse, le prix est très bas chez nous. Tu peux regarder sur internet, je crois qu'on est à 3 dollars le gallon, donc presque 3 dollars presque les 4 litres. Et il n'y a pas de... il n'y a aucun problème, il n'y a aucune montée des prix. Encore une fois, pour moi, dans le Montana, ça dépend où vous êtes. Steven Seagal, merci Butcher. La petite souris du désert, à quand un live avec Pablo Servigne? À quand un live avec Pablo Servigne? Quand il veut. Je l'invite officiellement à faire un live avec moi. Donc Pablo, je ne te connais pas, mais si tu nous écoutes, à fond. Steven Seagal, mais ouais, putain, Gino, quoi. Ça, c'était dans les années 80, quand c'était encore permis de traiter les gens au cinéma de pédales, de foutre des grands stargnols à la Lino Ventura, quoi. Question de Juju. Juju en Devos. Putain, j'ai dû la zapper. Ah. Bonjour West. De ta fenêtre, comment perçois-tu la multiplication massive de meurtres et agressions en tout genre en France, vols avec violence, cambriolage? Les chiffres sont plus qu'alarmants. Quel regard portes-tu sur l'ensauvagement croissant de la France? Thanks. De rien. J'en parlais un petit peu avec ma mère. Moi, quand j'étais plus jeune, donc j'ai grandi dans les années 80 à Paris. C'est vrai que les années 80 à Paris, c'était plutôt dur. On a eu bien évidemment ces mouvances. On avait encore quelques mouvances skin, les mouvances, les redskins, tout le bordel. C'était l'époque Bombers. Putain, j'avais mon Bombers moi aussi. Mais donc c'était assez voilà, triplex et tout, c'était assez assez chaud. Et après sur un petit peu sur la fin des années 80, on a vu pareil un petit peu une espèce de montée de l'insécurité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi en France à l'époque. Après, je suis parti au service militaire, j'ai complètement déconnecté, j'ai complètement débranché avec Paris et les grandes villes. Mais donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse à cause de ma maman, quoi. Donc c'est vrai que les années 80 c'était une grosse époque. Je sais pas, peut-être tu te rappelles, les anges étaient venus là, les anges bleus ou je sais pas quoi là, ils étaient venus à Paris et tout. Ils s'étaient fait cartonner les mecs. C'est délicat. Il y a plusieurs points. Déjà, je fais 1m95 et c'est vrai qu'on m'a rarement cassé les couilles. Deux, j'ai vécu dans les années 80 et c'était très difficile. C'était assez chaud et donc je sais pas si chaque époque en fait a son... tu vois, je sais pas, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui pensent que c'est difficile et chaud aujourd'hui. Les jeunes des années 80 pensaient que c'était difficile et chaud à leur époque. Les jeunes de 1960 pensaient que c'était chaud à leur époque. J'en sais rien, quoi. Mais j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être un petit peu plus tendu aujourd'hui. Je sais pas. Faut voir, quoi. Faut voir. Ça dépend encore une fois, pareil, où on vit. Ça dépend où tu vis à Paris, ça dépend où tu vis à Lyon, ça dépend où tu vis à Marseille. Les Guardian Angel, ouais. Guardian Angel du métro. C'était un mouvement super intéressant, les Guardian Angel, qui était, ça avait bien marché en fait à New York. Ils avaient bien, parce que New York, pareil, New York dans les années 80, c'est l'époque de mon épouse, et putain, c'était Beyrouth, quoi, c'était rock'n'roll. Hein. Et en fait, les Guardian Angels avaient vraiment rétabli un sentiment de sécurité dans le métro new-yorkais à l'époque, et donc ils s'étaient dit on va faire la même chose en s'offrant, sauf qu'en s'offrant ils se sont fait latter, quoi. Donc ils sont pas restés longtemps, mais je me souviens même les voir monter dans le métro et tout. Ouais, je sais pas. C'est toujours pareil tant qu'on n'est pas confronté, voilà quoi. Mais c'est un sujet délicat parce que moi j'y suis pas, quoi. J'y suis pas au quotidien. C'est ça qui est assez chiant aussi, c'est quand les gens parlent de certaines choses mais qu'ils n'y sont pas au quotidien.
Moi, j'ai du mal à parler du quotidien des Français parce que ça dépend où vous habitez, ça dépend où vous êtes, ça dépend ce que vous êtes. Je connais le quotidien de mes proches, je connais le quotidien de mes amis, mais voilà, ça dépend. Donc voilà, j'en sais rien. Vince Fit, on va pas vraiment faire avancer le schmilblick. Hein. Vince Fit, quelle est l'image de la chasse aux USA? Plutôt cool avec cette image autonomiste ou ringard, dangereux, alcoolique, d'extrême droite, tu peux rajouter. On peut voir des films US hollywoodiens, etc. qui présentent la chasse sans la juger. Je suis pro-chasse car non végétarien et les contres ne voient que le côté buter des animaux pour le plaisir alors que la plupart des chasseurs, je pense, ont ce côté autonomiste et manger du gibier sans antibio, etc. et tiennent à leur liberté. En France, on aime les raccourcis faciles et juger sur les apparences, c'est un fait. L'image de la chasse aux États-Unis, en fait, elle reste dans son environnement immédiat. C'est-à-dire que là, si je vais au supermarché, par exemple, là, il y a une publicité sur le devant du supermarché où c'est un fils avec son papa avec le fusil de chasse et ils partent chasser, je sais pas quoi. Et donc c'est très pro-chasse et c'est une pub pour la société de gaz locale. Donc voilà. Donc quand tu es en milieu rural, on a un retour positif de l'univers de la chasse. Quand tu es en milieu urbain, en fait, ils en parlent pas. On n'en parle pas trop, mais c'est vrai que c'est pas comme en France. En France, on est effectivement directement, il y a vraiment une culture de l'anti-chasse en France. Tu es directement assigné à l'extrême droite, facho, raciste. Que tu partes à la chasse ou à la ratonnade, c'est la même. Donc on a vraiment une image dégueulasse en France du chasseur. Ce n'est pas prêt de s'arranger. Surtout avec ce qu'on voit avec les végans là et tout. Ce n'est pas prêt de s'arranger. Et c'est vrai que c'est assez dramatique. Les Américains, c'est pas comme ça parce qu'encore une fois, et j'en ai déjà parlé, il y a une dimension économique aux États-Unis. Salut Gilles. Gilles a dû entendre qu'on parlait des chasseurs. Mais donc il y a une dimension économique très importante et donc voilà, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt une image positive. Après ça dépend effectivement du chasseur et ça dépend de ce qu'il chasse, ça dépend comment il chasse et ainsi de suite. Mais en règle générale, on n'est pas traité ici d'alcoolique, d'extrême droite et de facho si on va à la chasse. Alain Barrois, bonjour, qu'as-tu prévu pour tes stocks de viande congelée en cas de coupure prolongée d'électricité? Merci pour tout ton boulot. Si on est en hiver, je les mets dehors parce qu'il fait moins 40. Si on est en été, j'ai un groupe électrogène pour faire tourner mon congélateur 2 heures toutes les 2 heures. À peu près. Galien Kruger, salut Vol Ouest, je fais depuis quelque temps de l'écoute radio en UHF, VHF. Je n'ai plus confiance dans les médias actuels. Je n'ai plus confiance dans les médias actuels et je préfère donc trouver l'info et la source moi-même afin de pouvoir alerter en cas de besoin. CF, inondation récente en France. Existe-t-il des veilleurs radio dans le Montana? Si tu écoutes toi-même, quel type de fréquence écoutes-tu? Météo, trafic routier, merci pour ton boulot et le temps que tu prends pour nous partager ton expérience. Bonne journée à vous. Salut Galien. Effectivement, j'écoute la radio 24 heures sur 24. Je suis sur du AM, donc les UV5R, c'est toujours les mêmes. Elles coûtent toujours 25 balles sur Amazon. C'est absolument fantastique. Et moi, j'écoute les flics. Ça, c'est les flics. J'écoute le shérif, j'écoute les pompiers, et donc tout ça, vous pouvez programmer sur votre UV 5R. Donc je reçois beaucoup de questions sur ces radios, et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, putain, j'ai acheté la radio, j'allume, ça marche pas. » Il faut programmer, les gars, il faut programmer. Allez à côté de chez vous. Allez à côté de chez vous, trouvez un club de radio amateur. Trouvez un club de radio amateur, inscrivez-vous et donc voilà, trouvez quelqu'un qui va vous apprendre à programmer vos radios et comme ça vous pourrez écouter
les flics, les pompiers, tout ce qui passe quoi. C'est un outil vraiment, pour moi, un outil essentiel qui fait partie de mon kit voiture, qui fait partie de mon EDC. J'ai toujours cette radio avec moi. Quand je pars dans les bois, j'ai cette radio. Quand je pars au parc, j'ai cette radio. Quand je suis en ville, j'ai cette radio. J'ai tout le temps cette radio avec moi. Je l'éteins. Je peux la rallumer en fait. J'ai tout le temps cette radio avec moi. Ce qui me permet en fait d'écouter le shérif et la police surtout. Comme ça, je suis au courant. Tu vois, public assist. Comme ça, j'ai une mainmise un petit peu sur ce qui se passe en ville. Et je le sais avant que les journaux nous le disent. Donc, s'il y a quel que soit le problème, je vais le savoir en même temps que les flics et les pompiers, quoi. Dernière question, peut-être. Pipio, t'es où toi, Pipio? Salut Vol. Quel type de passant, clip pour holster, étui utilises-tu? Niveau spécifique privilèges-tu? Petit test, discrétion, rétention. Sur mon holster d'armes de poing, j'adore les IWB. J'adore les passants comme ça à boucle, à pression, à bouton pression, c'est comme ça que ça s'appelle chez vous, parce que c'est hyper solide et que ça ne risque pas de tomber. Je n'aime pas sur mes armes de poing, je n'aime pas tout ce qui se clip. J'aime pas ça parce que quand je tire mon arme de poing, je veux que ce soit que mon arme de poing et donc pas ça. Donc personnellement sur mon arme de poing, je suis IWB. Sur mes couteaux, je suis aussi très IWB. Ça c'est mon couteau vraiment de forêt. Donc Tony Lopez, Carcajou. Et donc j'ai fait moi-même, j'ai refait l'étui. Hein, Tony. J'ai refait l'étui et j'ai mis du IWB. L'étui d'origine est très bien, hein, je déconne. Je titille. Mais donc j'adore les IWB. C'est un système extrêmement durable et surtout très fiable. C'est ça qui m'intéresse moi et surtout avec l'arme de poing. Si j'étais flic par exemple, je serais sur du IWB. Pas les clips. Alors c'est sûr que les clips c'est pratique, on vient le clipper sur le pantalon ou sur la ceinture directement. Ça va vite, c'est facile, mais je trouve que c'est pas assez fiable. Surtout, ça dépend de votre ceinture, de votre pantalon et ainsi de suite. J'adore les IWB. Je suis aussi très Ulticlip. L'Ulticlip, c'est assez nouveau en fait et j'adore ce clip. C'est vraiment hyper sympathique, surtout pour les personnes qui ne portent pas peut-être de ceinture. Donc si je suis sur un truc où je n'ai pas de ceinture, je vais passer sur du Ulticlip. L'Ulticlip, c'est vraiment génial. Donc voilà, je dirais que c'est mes deux préférés. L'Ulticlip, si vous n'avez pas de ceinture, et l'IWB pour donc IWB Loop. J'adore avec pression. Donc prenez avec pression, arrêtez les clips avec les flingues et tout. J'en ai pas. Tu vois, tout ce qui est clip, c'est ça là, comme avec les Mora. Tu vois, c'est des clips un petit peu comme ça. Je l'ai déjà vu où t'as tout le truc qui part, où c'est le bordel. C'est le bordel. C'est pas fiable, c'est pas cool. Oh, il y a un chien qui aboie. Ils ont appelé les flics parce qu'il y a un chien qui aboie. C'est les problèmes du milieu rural. Nous, les flics ici, ils se font appeler parce que les chiens aboient ou qu'il y a une vache perdue sur la route. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Je referai un live la semaine prochaine. On va essayer d'avoir Pablo. J'ai d'autres invités en tête. Si vous avez des questions, comme d'habitude pour les lives, je les prends sur Facebook et aussi durant le live comme ça. Donc là, j'ai eu du mal. As-tu une cave? Qu'en penses-tu, Arroyo? J'adore les caves. À moins que vous soyez sur une zone inondable. Et les caves, c'est tout de suite beaucoup moins cool.
Donc voilà, je vais prendre vos questions la semaine prochaine, pareil, et prenez soin de vous. Restez, pensez à cette idée d'enracinement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de la jouer, de la jouer à la Angelo avec la caravane et la Mercedes. Pensez à cette histoire d'enracinement, que ce soit un enracinement physique ou un enracinement psychologique, spirituel, culturel, vraiment, vraiment hyper important. Faites pousser vos propres tomates et stay safe.